Un millionnaire, accablé par la disparition de sa fille, disparu sans laisser de traces, renvoie tous les employés de son manoir, jusqu'au jour où une jeune femme de la campagne frappe à sa porte. Les grilles en fer forgé de la propriété, Lefebvre grinçait doucement sous la brise du soir, comme si même le vent hésitait à troubler le silence solennel qui régnait sur le domaine. À Montmaur, petit village aux collines ondoyantes de la Provence, on n'entendait plus parler que d'une seule chose depuis des semaines, la décision radicale d'Armand Lefebvre. L'homme autrefois adulé, salué pour ses cuvées rares et son goût raffiné, avait brusquement congédié l'intégralité de son personnel, sans donner d'explication. Les volets de la grande maison de pierre restaient fermés jour et nuit. Le portail principal, autrefois grand ouvert pour accueillir sommeliers, journalistes, investisseurs et touristes du monde entier, demeurait désormais clos, cadenassé. Un calme pesant s'était abattu sur les lieux, comme si la bâtisse elle-même portait le deuil. Armand n'avait pas mis le pied hors de la maison depuis plusieurs jours. Les rares personnes qui l'avaient aperçu le décrivaient comme une ombre d'homme, amaigri, les traits tirés, le regard éteint. Depuis la disparition de sa fille Camille, 2 ans plus tôt, il n'était plus que l'écho de lui-même. Avant, il rayonnait de cette énergie tranquille, propre aux hommes, qui aiment ce qu'ils font. Chaque matin, il faisait le tour des vignes à pied, saluait les ouvriers, goûtait le raisin directement sur les ceps. Maintenant, il restait assis des heures entières dans la véranda, une tasse froide entre les mains, fixant le jardin à travers la vitre sans vraiment le voir. La disparition de Camille avait tout brisé. Âgée de 10 ans à peine, elle s'était volatilisée par un matin d'avril alors qu'elle jouait dans le verger. Aucun signe de lutte, aucun témoin, aucune trace. Les recherches, menées tambour battant par la gendarmerie, les bénévoles du village et même des enquêteurs privés payés à prix d'or, n'avaient rien donné. Pendant des mois, Armand avait refusé de quitter la maison, espérant que Camille franchirait le seuil à tout instant, couverte de poussière mais souriante, comme si rien ne s'était passé. Mais les saisons avaient passé, et avec elles, les espoirs. Sa femme, Claire, n'avait pas supporté cette attente insoutenable. Elle avait fini par partir, emportant avec elle le dernier souffle de lumière dans la demeure. Depuis, la maison était devenue un mausolée. Chaque pièce portait encore l'empreinte de la petite fille disparue. Une poupée oubliée sur un canapé, un dessin épinglé au frigo, des chaussures trop petites, abandonnées dans l'entrée. Armand ne supportait ni de toucher, ni de déplacer quoi que ce soit. C'était comme si chaque objet pouvait contenir un indice, une piste, une ultime connexion avec sa fille. Il avait interdit à quiconque de faire le ménage, de ranger ou même de pénétrer dans certaines pièces. Peu à peu, les employés, gênés par cette atmosphère insoutenable, étaient à partie d'eux-mêmes, jusqu'à ce jour où Armand, dans un élan brusque, les congédia tous, d'une voix sèche, sans explication. Le village, lui, observait en silence. Les rumeurs allaient bon train, certains évoquant une tentative de suicide, d'autres un isolement volontaire motivé par la culpabilité. Mais personne n'osait monter jusqu'à la demeure pour vérifier. Seuls les plus anciens du village murmuraient, le soir dans les bistrots, « C'est un homme qui a enterré sa vie sans cercueil ». Le silence qui planait sur Montmaur depuis ce jour n'était pas seulement celui de la maison Lefebvre, mais celui d'une communauté entière suspendue à une tragédie sans fin. À l'intérieur, Armand passait ses journées à marcher lentement d'une pièce à l'autre. Parfois, il s'arrêtait dans le couloir menant à la chambre de Camille, posait la main sur la poignée sans la baisser. La porte restait fermée, inviolée depuis le jour de sa disparition. Une fine couche de poussière recouvrait les meubles, mais il refusait qu'on y touche. Il s'enfermait souvent dans son bureau où les étagères croulaient sous les dossiers d'enquête, les lettres de la police, les rapports de détectives, les avis de recherche désormais jaunis. Il les relisait encore et encore, comme si chaque mot pouvait changer, révéler un détail qu'il aurait manqué. La seule activité extérieure à laquelle il s'adonnait encore était l'entretien sommaire des vignes. Tôt le matin, quand le brouillard couvrait encore les rangées de ceps, il descendait lentement parmi les allées, écoutant le craquement de ses pas sur la terre sèche. Il ne parlait à personne, ne saluait plus les voisins croisés au loin. Il vérifiait les branches, notait mentalement les zones à traiter, mais ne touchait à rien. Depuis le départ de ses ouvriers, les vignes se laissaient envahir peu à peu par les mauvaises herbes, comme si elles reflétaient le désordre intérieur de leurs propriétaires. Un jour, en rentrant de cette errance matinale, il s'arrêta devant le salon principal,
où trônait le piano que Camille avait l'habitude de jouer. Elle répétait souvent les mêmes morceaux, maladroitement, mais avec une joie communicative. La dernière mélodie qu'elle avait apprise, une comptine douce, hantait encore ses nuits. Il posa les doigts sur les touches, sans appuyer. Le contact du bois poli le ramena brutalement à la dernière fois où elle avait joué. Il sentit sa gorge se serrer, se détourna brusquement et referma la porte d'un geste sec. Ce soir-là, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, teignant le ciel de teintes roses et dorées, Armand s'assit dans la véranda, comme à son habitude. Il regardait sans vraiment voir. Une feuille morte tourbillonnait dans l'air, atterrissant sur le rebord de la fenêtre. Il pensa fugitivement à toutes les choses qu'il n'avait pas dites à Camille. À la fois père trop protecteur et homme toujours occupé, il s'était souvent contenté de l'aimer à distance, en silence. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, le simple fait d'entendre sa voix lui manquerait autant que l'air. Le silence, à Montmort, était devenu une présence tangible. Il vivait dans chaque pierre de la maison, dans chaque souffle du vent, dans chaque tic-tac des horloges anciennes. Et dans ce silence, Armand Lefebvre s'effaçait un peu plus chaque jour, comme une ombre sur un mur au coucher du soleil. Le vent s'était levé dans les collines de la Provence, traînant avec lui des senteurs de terre humide et de lavande fanée. La brume du matin s'accrochait encore aux pierres anciennes du domaine Lefebvre lorsque, contre toute attente, un bruit sec et précis retentit à la porte principale. C'était une frappe unique, hésitante, comme si la personne de l'autre côté n'était pas certaine d'être la bienvenue. À l'intérieur, Armand se figea. Il n'attendait personne. Depuis des semaines, personne n'avait osé s'approcher de la maison. Même les livreurs déposaient les colis à la grille et repartaient aussitôt. Mais cette fois, il s'agissait d'une main humaine, d'une présence tangible qui défiait l'inertie du lieu. Il resta figé quelques secondes, assis dans son fauteuil de cuir, puis se leva lentement. Ses pas résonnaient sur le parquet silencieux comme des battements de tambour dans une cathédrale vide. Il s'arrêta devant la porte, jeta un regard par l'embrasure étroite du rideau. Ce qu'il vit le prit de court. Une jeune femme à peine adulte, emmitouflée dans un manteau usé, les cheveux attachés à la hâte, tenant entre ses mains une valise cabossée et un sac à dos poussiéreux. Elle ne portait aucun signe de menace, aucun badge, aucun uniforme. Son regard était direct, un peu inquiet, mais résolu. Il ouvrit la porte, sans un mot. La jeune femme baissa les yeux un instant, comme pour respecter un deuil invisible, puis releva la tête. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Élodie Dumas. Je viens de Saint-Pont-de-Thomières. Je cherche du travail, n'importe quoi. Jardinage, ménage, cuisine. En échange d'un toit et d'un repas chaud si c'est possible. » Sa voix n'était ni mendiante ni autoritaire. Elle parlait avec la sincérité calme de ceux qui n'ont plus grand-chose à perdre, mais gardent une certaine dignité. Armand la dévisagea longuement. Il y avait chez elle une candeur mélangée à une détermination presque déroutante. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle savait de lui, ni de la maison. Peut-être pensait-elle que le domaine cherchait encore des saisonniers pour les vignes. Peut-être n'était-elle là que par hasard. « Il n'y a plus de travail ici », répondit-il sèchement. Élodie resta droite, ne reculant pas. Elle sembla hésiter, puis murmura « J'ai vu le jardin à l'arrière. Il a été beau autrefois. On pourrait le remettre en état. Il y a encore des choses qui poussent, même si elles luttent. » Cette phrase, anodine en apparence, fit tressaillir Armand. Il n'avait pas regardé le jardin depuis des mois. Il ne savait même pas qu'on pouvait encore y voir quelque chose pousser. Il allait refermer la porte, mais son regard s'attarda sur les mains de la jeune femme, rougie, calleuse, marquée par le travail. Elle venait vraiment du monde de la terre, de celui qu'il avait autrefois tant aimé. Ce n'était pas une mendiante de passage, ni une rêveuse. C'était quelqu'un qui savait manier la pelle, la bêche, le sécateur. « Il n'y a pas de confort ici, » dit-il brusquement. « Pas de chaleur, pas de compagnie, seulement le silence, et des souvenirs qu'on ne peut pas enterrer. » Élodie hocha la tête lentement. « Je ne cherche pas de confort, juste un peu de paix. » Il la fit entrer, sans autre mot. Elle le suivit en silence à travers le grand hall, ses pas étouffés sur le tapis épais. Il lui montra une petite chambre de service, à l'étage, du côté opposé à la sienne. Le lit était nu, la fenêtre sale, mais la jeune femme ne dit rien. Elle posa ses affaires à côté du lit et s'assit sans soupirer. « Vous commencez demain matin, » dit-il. « Si vous tenez le coup une semaine, on verra. » Elle acquiesça, et il sortit sans attendre de réponse. Le lendemain, au lever du jour,
Elle était déjà dehors, dans le jardin en friche. Les hautes herbes avaient envahi les allées, des rosiers sauvages s'étaient entortillés sur les treillages et des branches mortes jonchèrent le sol. Mais Élodie n'eut pas un instant de découragement. Elle avait vu bien pire dans sa vie. Enfant d'une famille nombreuse, élevée par une grand-mère après la disparition prématurée de ses parents, elle avait appris très jeune à travailler la terre, à se débrouiller, à se relever après chaque chute. Elle savait écouter la terre comme d'autres écoutent la musique. Peu à peu, ses gestes s'organisèrent, précis, rythmés. Elle tailla, déracina, transporta, rassembla. Elle dégagea un vieux banc recouvert de lierre, retrouva les contours d'un parterre de fleurs anciennes. Elle n'avait pas besoin d'ordre. Elle agissait par instinct, et pendant qu'elle travaillait, Armand l'observait de la fenêtre du salon. Il ne comprenait pas ce qui l'avait poussée à la laisser entrer, mais il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il y avait dans chacun de ses gestes une sorte de grâce rustique, une force tranquille qui contrastait brutalement avec le chaos figé de la maison. Elle ne posait pas de questions, ne parlait jamais de Camille, de la famille Lefebvre ou de la maison elle-même. Elle faisait comme si elle n'avait rien entendu, rien su. Et peut-être était-ce vrai. Peut-être qu'elle ignorait tout. Mais cette ignorance ou ce silence volontaire devenait une sorte de baume pour Armand, qui, pour la première fois depuis longtemps, pouvait exister à côté de quelqu'un sans devoir expliquer sa douleur. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de pourpre, elle rentra du jardin les mains sales, les joues rougies par le froid. Il la vit passer devant la véranda, sans un mot, mais elle s'arrêta soudain, fit demi-tour et lui lança doucement. « Demain, je vais nettoyer le bassin près du tilleul. Il y a peut-être encore des poissons. Ce serait dommage de les laisser mourir. » Puis, elle disparut à l'intérieur, laissant Armand face à une sensation étrange, presque oubliée, la curiosité. Il n'avait jamais su s'il y avait des poissons dans ce bassin. Camille, pourtant, adorait y lancer des miettes de pain, persuadée qu'il s'y cachait. Il n'avait jamais vérifié. Et maintenant, une étrangère, venue de nulle part, réveillait cette question anodine avec un naturel désarmant. Dans le silence de la nuit, Armand se surprit à penser à ce que serait demain, non pas dans le sens d'un avenir vague, mais comme une journée à venir, concrète, définie. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée ne lui fit pas peur. Les jours commencèrent à s'enchaîner dans un rythme discret mais constant. Armand continuait de s'enfermer dans son mutisme, observant Élodie de loin, toujours dans une distance presque cérémonielle, comme s'il avait peur que tout contact humain n'effrite les ruines fragiles sur lesquelles il survivait. Élodie, elle, ne posait toujours pas de questions, et c'était précisément ce silence qui semblait lui ouvrir des portes. Elle ne forçait rien, n'exigeait rien. Elle s'occupait du jardin, de quelques tâches ménagères, nettoyant ce qui était accessible, laissant en paix les zones manifestement interdites. La maison immense et vieillissante regorgeait de couloirs oubliés, de pièces fermées, de meubles recouverts de draps. Elle se déplaçait comme une invitée dans une église, consciente que chaque objet portait une mémoire qu'il ne fallait pas heurter. Un après-midi pluvieux, alors que les rafales de vent secouèrent les persiennes et faisaient claquer les tuiles sur le toit, Élodie s'était aventurée dans une aile plus reculée du manoir, non pas par curiosité déplacée, mais à la recherche d'un balai qu'elle pensait avoir vu dans un placard du fond. La porte était entr'ouverte. Elle hésita un instant. À l'intérieur, l'obscurité régnait, seulement brisée par une faible lumière filtrant à travers une lucarne poussiéreuse. Elle poussa lentement la porte. L'odeur de vieux bois, de cire ancienne et de linge oublié l'enveloppa immédiatement. Les meubles, recouverts de toile, formaient des silhouettes fantomatiques. Mais ce ne fut pas cela qui l'arrêta net. C'était le mur du fond. Sur lui trônait un tableau de grande taille, orné d'un cadre doré finement travaillé. La peinture, étonnamment vive malgré l'humidité, représentait une enfant au visage radieux, assise dans un fauteuil d'osier, un livre à la main et un ruban bleu dans les cheveux. Les yeux de la fillette semblaient animés d'une lumière propre, comme si le peintre avait capté non seulement son image, mais une partie de son âme. Élodie resta figée, absorbée par ce regard. Ce visage ne lui disait rien, et pourtant, quelque chose en elle se serra. Peut-être était-ce la douceur du sourire ou la tendresse presque palpable émanant du portrait. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce tableau la touchait profondément. Elle s'approcha, lentement, tendit la main comme pour effleurer la peinture, mais un bruit sec la fit sursauter.
La voix d'Armand claqua dans l'air comme un fouet. « Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a permis d'entrer dans cette pièce ?» Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux noirs de colère, les poings serrés. Sa présence remplissait soudain la pièce comme une menace. Élodie recula d'un pas, consciente de l'intrusion, mais sans peur. Elle chercha ses mots, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Cette pièce est fermée à clé pour une raison. Vous n'avez pas à fouiller dans ce qui ne vous regarde pas. » Elle baissa les yeux, honteuse, mais ne chercha pas à se défendre. Au bout d'un long silence, elle murmura simplement « Je ne voulais pas vous offenser. Je cherchais un balai. » Je ne savais pas. Armand la fixait toujours, mais quelque chose en lui vacillait. Il regarda le tableau derrière elle. Son regard changea. Une tristesse sourde remplaça la fureur. Il s'approcha lentement du portrait, effleura le cadre du bout des doigts. Elle avait 9 ans quand le tableau a été peint. Elle s'appelait Camille, c'était ma fille. Élodie ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Tout était contenu dans cette phrase. Dans la manière dont il l'avait prononcée, le poids de chaque mot comme une pierre posée sur son cœur. Armand restait là, debout, le regard perdu dans les traits figés de sa fille. Puis, contre toute attente, il s'assit sur un fauteuil recouvert de velours usés. Il semblait soudain très vieux. Elle aimait cette pièce. C'était son salon secret, comme elle disait. Elle venait y lire, jouer, dessiner. Elle disait que c'était son royaume. Il ne s'adressait plus vraiment à Élodie, mais à l'espace lui-même, à la mémoire. Elle s'approcha doucement, resta debout, immobile, respectueuse. Et puis, elle est partie, disparue, sans un bruit, sans trace, comme si le monde l'avait avalée. J'ai fait tout ce que j'ai pu, fouillé chaque centimètre de cette propriété, interrogé chaque voisin, engagé des enquêteurs. Rien, pas un mot, pas un signe. Il se passa la main sur le visage, épuisé. Cette pièce est restée fermée depuis. Je n'ai pas pu m'y résoudre, à effacer. Je croyais que garder tout comme elle l'avait laissé me la rapprocherait. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Le silence est devenu plus fort. Élodie ne bougea toujours pas. Elle savait que ce moment ne demandait ni pitié ni réponse. Elle savait aussi, sans l'avoir prévu, que son intrusion venait de briser quelque chose. Non pas un lien, mais un mur. Un premier pan du mur d'isolement dans lequel Armand s'était enfermé. Il releva les yeux vers elle. Ce regard-là n'avait plus rien de dur. Il y avait dedans un mélange de fatigue, de reconnaissance et de confusion. Il soupira. « Vous pouvez rester. Mais ne revenez pas ici. Pas encore. » Elle hocha la tête doucement. Et, sans un mot de plus, elle sortit de la pièce, laissant derrière elle le tableau, le fauteuil, le silence, mais aussi, pour la première fois, une respiration nouvelle dans cette aile oubliée de la maison. Ce soir-là, le vent cessa brusquement. Et dans la maison, quelque chose changea. Pas un grand bouleversement, pas un miracle, juste une vibration infime, comme si le passé avait accepté, pour un instant, de desserrer son emprise. Le printemps s'insinuait doucement entre les pierres grises du domaine, apportant avec lui un souffle tiède et silencieux. Les premières pousses pointèrent dans les allées du jardin, et même les branches tordues des vieux oliviers semblaient frémir sous la lumière. Élodie, fidèle à son rythme discret et appliqué, travaillait chaque matin sans relâche, redonnant forme aux contours effacés d'un espace qui avait autrefois respiré la vie. Armand, de son côté, s'habituait à sa présence sans le dire. Il ne lui parlait presque pas, mais ses silences devenaient moins tranchants, moins définitifs. Il lui laissait de l'espace, et surtout, il l'observait. Toujours de loin, toujours dans le secret, mais avec une attention nouvelle. Le jardin derrière la maison, celui que personne n'avait touché depuis 2 ans, avait attiré l'attention d'Élodie. Elle avait deviné, dès les premiers jours, que ce lieu précis portait une signification différente. Il n'était pas simplement abandonné, il était volontairement ignoré. Les herbes y poussaient plus hautes, les feuilles mortes y formaient une couche dense, et au centre, une balançoire de bois suspendue à un chêne massif oscillait faiblement au gré du vent. Il n'y avait aucun doute, c'était un lieu d'enfance. Elle y entra un matin armée de son courage et de ses outils et se mit à nettoyer avec une minutie presque sacrée. Chaque plante arrachée, chaque branche dégagée révélait un détail oublié. Un petit râteau rouillé, une toupie de métal, une chaussure minuscule à moitié enfouie sous la terre. Ces objets, insignifiants en apparence, racontaient une histoire silencieuse. Élodie les déposait un à un sur un banc de pierre, comme on aligne des fragments de mémoire, avec un soin presque rituel.
Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. Peut-être parce qu'elle sentait, sans l'exprimer, que ce jardin était plus qu'un espace vert. C'était un sanctuaire. Ce fut un dimanche matin qu'Armand la rejoignit enfin. Il descendit les marches en pierre, les mains dans les poches, et resta un moment immobile à l'entrée du jardin. Il la vit accroupie près du vieux massif de lavande, tentant de dégager les racines étouffées par le lierre. Elle ne le vit pas tout de suite. Quand elle se retourna, elle s'apprêta à se lever, mais il fit un geste de la main. « Continuez », murmura-t-il. Ce jardin, c'était le sien. Il avança lentement, comme si chaque pas menaçait de briser quelque chose en lui. Il s'approcha du banc, vit les objets alignés, reconnut chacun d'eux. Il s'assit en silence, prit la toupie entre ses doigts. La fille tournait machinalement. Elle vacilla, trembla, puis s'arrêta. Ses yeux se perdirent dans le vide. « Elle passait des heures ici », dit-il d'une voix rauque. Elle parlait aux arbres. Elle inventait des noms pour chaque fleur. Elle avait appelé ce chêne Victor. Elle disait qu'il l'écoutait quand elle était triste. Élodie ne répondit pas. Elle se contenta de rester là, les mains dans la terre, le cœur suspendu. Il poursuivit presque pour lui-même. « Je n'ai jamais su lui parler comme elle en avait besoin. Je croyais qu'en lui offrant tout, je faisais ce qu'il fallait. Mais elle voulait qu'on la voie, pas qu'on la couvre de choses. Elle voulait juste qu'on s'assoie ici avec elle. » Écoutez Victor parler du vent. Un silence lourd tomba. Puis, Armand se leva, regarda autour de lui comme s'il voyait cet endroit pour la première fois depuis des années. « Vous avez réveillé quelque chose ici, dit-il doucement. Je ne sais pas encore si c'est une bonne chose, mais merci. » Ce fut ce jour-là qu'il l'invita, pour la première fois, à prendre un café dans la cuisine principale, celle qu'il n'avait plus utilisée depuis la disparition de Camille. Il s'installa à la grande table de bois massif, celle qu'ils utilisaient autrefois en famille, et attendit qu'elle s'assoie face à lui. Le café était amer, un peu trop fort, mais il n'y prêta pas attention. Il observait Élodie comme on observe une personne qui n'a pas encore révélé son rôle dans votre vie. « Vous ne venez pas d'ici, dit-il. »« Non, » répondit-elle calmement. « Saint-Pont-de-Thomières, un village au sud, entre les collines. J'y suis né, j'y ai tout perdu aussi. » Il hocha la tête. Il ne demanda pas plus. Il savait ce que signifiait ce genre de phrase. Elle poursuivit, après une pause. « Je n'avais plus rien, pas de famille, pas de travail. J'ai entendu dire dans un café qu'il y avait un domaine isolé ici, que personne n'y allait. Alors je suis venu, sans savoir pourquoi. Peut-être pour respirer un peu loin du monde. » Il la regarda longtemps, puis dit simplement « Camille aussi voulait fuir le monde parfois. Elle disait que les adultes parlent trop, qu'ils ne savent pas écouter. » Un silence les enveloppa à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un silence vide. C'était une pause habitée. Quelque chose passait de l'un à l'autre, sans mots, sans explication. Une reconnaissance muette. Quand Élodie se leva pour retourner au jardin, il ne la retint pas. Mais il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte arrière. Il se rendit compte alors que ce matin-là était différent, qu'il avait commencé par une intrusion dans un jardin oublié et qu'il s'achevait dans une cuisine vivante, avec 2 tasses encore chaudes sur la table. Il n'y avait pas eu de miracle, pas de révélation, juste un frémissement. Mais cela suffisait. Pour la première fois depuis des années, Armand Lefebvre sentit que quelque chose, peut-être, pouvait encore pousser dans cette terre qu'il croyait stérile. Les jours coulaient désormais, avec une lenteur presque douce au sein du domaine Lefebvre. Armand ne s'était pas transformé, du moins pas de manière visible, mais ses silences s'étaient allégés et ses gestes portaient une attention nouvelle, plus calme. Il passait parfois quelques minutes dans le jardin, regardait Élodie travailler sans mot dire, ou prenait son café sans refermer systématiquement la porte de la cuisine. Le domaine, longtemps figé dans une torpeur muette, semblait reprendre, par petites vagues, le goût du souffle. Les corneilles, jadis seules occupantes des hauteurs, se faisaient discrètes. Même le bruit du vent paraissait moins agressif. Pourtant, au cœur de ce calme retrouvé, un événement inattendu allait ouvrir une brèche insoupçonnée. Ce fut un après-midi ordinaire. Élodie, comme chaque jour, s'était attelée à nettoyer un coin du jardin qu'elle n'avait pas encore touché. Une petite zone à l'ombre d'un vieux tilleul où se dressait un banc de bois recouvert de mousse. L'assise, fendue par endroits, grinçait au moindre appui. Elle s'agenouilla devant le banc, un chiffon humide dans une main,
un couteau émoussé dans l'autre pour gratter les résidus incrustés dans les rainures. Elle travaillait lentement, consciencieusement, comme toujours. Son esprit vagabondait, emporté par le chant des oiseaux, le froissement des feuilles, la fraîcheur de la terre sous ses genoux. En passant le chiffon sous la planche centrale, ses doigts rencontrèrent une aspérité inhabituelle. Elle s'arrêta, plissa les yeux. Quelque chose était coincé là, entre deux lattes de bois. Elle inséra la lame de son couteau dans l'interstice, força légèrement et entendit un petit craquement. Un objet glissa et tomba à ses pieds. C'était un morceau de papier jauni, plié plusieurs fois, dont les bords étaient humides, presque déchirés. Elle le ramassa avec précaution, le déplia lentement. L'encre était légèrement effacée, mais lisible. Elle lut d'abord en silence, puis relut. Son cœur se mit à battre plus vite. Les mots étaient écrits d'une écriture d'enfant, irrégulière mais reconnaissable dans son innocence. « Si tu trouves ce mot, c'est que j'ai réussi. Je vais partir comme on a dit. Personne ne doit savoir. Léna m'a promis. À la Rochette, tout ira mieux. Je reviendrai quand ils arrêteront de se disputer. » Élodie resta figée, le papier tremblant entre ses mains. Léna, la Rochette. Et surtout, cette phrase troublante. « Je reviendrai quand ils arrêteront de se disputer. » C'était un message. Une décision prise par une enfant. Une fuite. Elle savait immédiatement de qui il s'agissait. Aucun doute possible. Ce billet n'était pas là par hasard. Il avait été caché, glissé sous ce banc, loin des regards. Une trace, un écho. Camille. Elle se leva, essuya ses mains sur son pantalon et monta précipitamment jusqu'à la maison. Armand était dans la bibliothèque, les volets entr'ouverts, feuilletant un ancien registre de vendange. Elle entra sans frapper. Il leva les yeux, surpris. « J'ai trouvé quelque chose, dans le jardin. Sous un banc, dit-elle sans préambule. Elle tendit le billet. Il le prit, d'abord sans conviction, puis le lut. Son visage se figea. Le silence se fit si lourd qu'on aurait pu entendre les pages du livre frissonner sous le souffle de l'air. Il relut chaque ligne, plus lentement cette fois. Lorsqu'il eut fini, il resta immobile, les yeux fixés sur les mots, comme s'il essayait d'en comprendre le sens profond. « Vous saviez ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête lentement. « Non, je ne savais rien. Ce mot, je ne l'ai jamais vu. Ce nom, Léna, cela fait longtemps que je ne l'ai pas prononcé. » Elle attendit, sans insister. Il finit par parler. Léna était sa nourrice. Elle a vécu ici pendant près de 5 ans. C'était une femme douce, discrète. Camille l'adorait. Elles étaient très proches. Trop, peut-être. Peu avant la disparition, Claire et moi avons eu une dispute à son sujet. Elle prenait des libertés que nous n'approuvions pas. Claire a insisté pour la renvoyer. Il marqua une pause, serra le papier entre ses doigts. Peu de temps après son départ, Camille a disparu. Élodie s'approcha. « Vous avez pensé à elle? À la possibilité qu'elle ait emmené Camille ?» Il hocha la tête, las. « Oui, bien sûr. Mais elle avait disparu aussi. Aucune trace. Elle avait quitté la région, changé de numéro. Nous avons donné son nom à la police. Ils n'ont rien trouvé. » Elle murmura. « La Rochette, c'est un nom de lieu. Je crois que c'est là qu'elle est allée. C'est ce qu'elle a écrit. » Il leva les yeux vers elle. Dans son regard, un mélange de fatigue, de doute et peut-être d'espoir. Cela fait 2 ans. Vous pensez vraiment qu'il reste quelque chose à chercher? Élodie répondit sans hésiter. Il reste toujours quelque chose à chercher. Une vérité, une explication, une trace. Si elle a écrit ça, c'est qu'elle voulait qu'on le trouve un jour. Ce jour est peut-être aujourd'hui. Il se leva, ferma les yeux un instant, puis lui tendit le billet. Gardez-le. Faites ce que vous jugez bon. Moi, je ne sais plus. Ce soir-là, Élodie resta longtemps éveillée, assise sur le rebord de sa fenêtre, le papier dans les mains, les yeux perdus dans l'obscurité du jardin. Elle sentait que quelque chose s'ouvrait. Une porte. Une possibilité. Elle ne connaissait pas la Rochette. Elle ne savait pas si Léna y était encore, mais elle savait qu'elle devait y aller. Pour Camille, pour Armand, et peut-être pour elle-même. Le nom restait suspendu dans l'air comme une poussière ancienne qu'un souffle venait de réveiller. Léna. Ce simple prénom, échappé d'un mot griffonné par une main d'enfant, suffisait à faire trembler les fondations d'un silence que le temps avait tenté de cimenter. Depuis la découverte du billet,
Élodie ne trouvait plus de repos. Elle revoyait sans cesse les lettres tremblantes, la promesse de fuite, le mystère d'un lieu, la Rochette. Ce n'était plus une supposition ni une coïncidence. C'était une piste, une direction claire et surtout un appel. Camille avait voulu partir, et Léna, cette nourrice autrefois aimée puis rejetée, avait peut-être joué un rôle plus grand que tout le monde ne l'avait imaginé. Élodie tenta d'en parler à Armand à nouveau le lendemain. Elle le trouva dans la cave à vin, assis sur une vieille caisse, entouré de bouteilles poussiéreuses et de silence. Elle s'approcha doucement, tenant le billet à la main. « Il faut retrouver cette femme, dit-elle. Ce n'est pas seulement une hypothèse, elle est peut-être la clé. » Il leva les yeux vers elle, fatigué. « Vous croyez qu'elle est encore là, après tout ce temps ?» Elle s'est volatilisée. « Personne ne disparaît vraiment, répondit-elle. Pas en France. Il y a toujours une trace, une adresse, un emploi, quelqu'un qui se souvient. » Il soupira longuement sans répondre, puis reprit son travail sans un mot. Elle comprit qu'il n'avait pas la force de chercher, qu'il avait sans doute peur de rouvrir une blessure, de réveiller un espoir qu'il ne se pardonnerait pas de perdre à nouveau. Mais Élodie, elle, ne pouvait plus rester immobile. Elle passa la journée à réfléchir, à fouiller dans les tiroirs, à relire le mot, à interroger la mémoire de la maison. Puis, en fin d'après-midi, elle se rendit au village voisin où elle connaissait une vieille libraire, autrefois secrétaire de mairie, réputée pour sa mémoire infaillible des noms et des familles. « Léna !» commença-t-elle en entrant dans la boutique. La femme, fine et sèche comme une tige de lavande, la regarda par-dessus ses lunettes. « Léna quoi? Il y en a eu plusieurs ici. Vous avez un nom de famille? »« Non, seulement Léna. Elle travaillait comme nourrice, il y a 2 ou 3 ans, chez les Lefebvre. » À la mention de ce nom, la libraire se redressa légèrement. Un éclair de compréhension traversa son regard. « Ah, oui, Léna Giraud. Une brune, discrète, toujours polie. Elle est partie du jour au lendemain. Ça avait fait parler, vous pensez bien. On disait qu'elle était un peu trop proche de la petite. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. « Vous savez où elle est allée ?» La femme hésita, puis fit signe à Élodie de la suivre dans l'arrière-boutique. Là, entre des piles de papier et des boîtes de vieilles cartes postales, elle sortit un carnet jauni, plein de notes manuscrites. « Je garde tout, » dit-elle avec un sourire en coin. « On ne sait jamais. » Elle feuilleta lentement, puis s'arrêta. « Voilà. Une cliente m'avait dit que Léna travaillait dans une boutique de fleurs, à Saint-Martin-de-la-Rochette. Elle avait changé de nom, se faisait appeler Eliane. Mais je suis presque sûr que c'est elle. C'est à 1 heure d'ici, peut-être un peu plus. » Élodie remercia chaleureusement, puis quitta la boutique avec une détermination nouvelle. Elle rentra à la maison, monta dans sa chambre et prépara un petit sac. Elle ne dit rien à Armand, pas par défi, mais parce qu'elle savait qu'il ne l'empêcherait pas et qu'il ne l'accompagnerait pas non plus. Il n'était pas prêt. Elle, si. Le lendemain matin, avant l'aube, elle prit un vieux vélo du hangar et partit en direction de la Rochette. La route était sinueuse, bordée de champs et de haies d'épines. Elle pédalait avec acharnement, poussée par une certitude intérieure. En arrivant à Saint-Martin, un petit hameau accroché à la montagne, elle demanda où se trouvait la boutique de fleurs. On la lui indiqua sans difficulté. Une petite échoppe à la devanture verte fleurie, charmante, avec des pots suspendus et des guirlandes de lierre. Elle entra. Une clochette tinta. Derrière le comptoir, une femme d'une 40aine d'années leva les yeux. Brune, silencieuse, le visage pâle. « Bonjour », dit Élodie calmement. « Vous êtes... Eliane ?» La femme cligna des yeux, hésita, puis acquiesça. « Oui, je crois que vous étiez autrefois nourrice, chez les Lefebvre, à Montmaur. » Un silence, un long silence. La femme recula d'un pas, s'appuya contre l'étagère. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix basse. « Je m'appelle Élodie. Je vis au domaine maintenant. Je travaille dans le jardin. J'ai trouvé quelque chose. Un mot, écrit par Camille. » Le visage de la fleuriste se transforma. Une émotion brutale, presque douloureuse, passa dans ses traits. Elle ferma les yeux. Sa main serra le comptoir. « Elle est vivante ?» demanda Élodie. Léna, ou Eliane, ne répondit pas tout de suite. Puis elle ouvrit un tiroir, en sortit un morceau de papier, griffonna une adresse. « Ne dites rien à personne. Pas encore. Pas à la police. Pas à son père. Pas avant que vous l'ayez vue. Promettez. » « Pourquoi »
Parce que certaines vérités demandent plus que des mots. Parce qu'on ne revient pas d'un abîme sans blessure. Parce que j'ai fait une promesse. Et que vous devez comprendre avant de juger. Élodie prit le papier. Elle regarda la femme une dernière fois. Quelque chose dans ses yeux, une forme de chagrin ancien mêlé d'amour féroce, la convainquit de ne pas insister. Elle repartit dans le froid du matin, l'adresse dans la poche, le cœur plein d'ombres et de lumière. Une promesse venait de naître, entre deux femmes, et derrière elle, un mystère battait encore, palpitant. Le matin s'était levé avec une lenteur timide sur les hauteurs escarpées de la région. La lumière dorée filtrait à travers les cimes des arbres, dessinant des motifs mouvants sur la route sinueuse que suivait Élodie. Le papier plié contenant l'adresse donnée par Léna, ou plutôt Eliane, reposait dans la poche intérieure de sa veste. Elle l'avait relu plusieurs fois pendant la nuit, pesant chaque mot, chaque ligne, se demandant ce qu'elle allait découvrir à son arrivée. Le village de La Rochette n'était pas une destination connue, ni même accessible aisément. C'était un lieu hors du temps, niché entre des montagnes, invisible depuis les grandes routes, protégé par sa propre discrétion. Elle s'y rendait seule, sans prévenir Armand, obéissant à une intuition plus forte que toute logique. Le trajet fut long. Elle avait pris un bus jusqu'à une petite bourgade, puis marché pendant près d'1 heure sur un sentier bordé de pierres sèches et de broussailles. Chaque pas la rapprochait d'une vérité possible, mais aussi d'un vertige. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Si cette Léna avait menti? Si l'adresse menait à une impasse? Elle n'avait aucune certitude, mais elle avançait portée par un instinct qui, depuis le premier jour dans le domaine Lefebvre, ne l'avait pas trahie. Arrivée à La Rochette, elle découvrit un village figé dans le silence. Quelques maisons en pierre aux volets clos, une fontaine au centre, un petit clocher qui semblait ne plus sonner depuis longtemps. Il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement, si ce n'était le bruissement léger des feuilles et le murmure d'un ruisseau non loin. Elle consulta l'adresse. Il s'agissait d'un chemin étroit à la sortie du hameau, menant à une bâtisse isolée. Le cœur battant, elle emprunta ce sentier, bordé de murs effondrés et de hautes herbes. Au bout de quelques minutes, elle aperçut une maison de pierre aux volets bleu pâle, partiellement dissimulée derrière des buissons de lavande sauvage. Elle s'arrêta un instant, inspira profondément, puis frappa à la porte. Un silence, puis des pas. La porte s'ouvrit lentement, et une adolescente apparut. 15 ans peut-être, les cheveux relevés en chignon désordonné, un pull trop grand sur les épaules. Elle avait des yeux clairs, presque transparents, un mélange de méfiance et de curiosité dans le regard. « Bonjour, dit Élodie doucement. Je ne veux pas vous déranger, je suis venue de la part d'Eliane. » La jeune fille ne répondit pas tout de suite. Elle la regarda longuement, puis ouvrit la porte un peu plus. Elle fit un signe de tête, sans parler, et s'effaça pour la laisser entrer. L'intérieur était simple, propre, mais sans luxe. Une cheminée en pierre, quelques livres sur une étagère, des plantes sur les rebords des fenêtres. Tout respirait la tranquillité choisie. La jeune fille s'assit sur un vieux fauteuil, en silence. Élodie, assise face à elle, sortit lentement le billet trouvé sous le banc du jardin et le posa sur la table basse. « C'est toi qui as écrit ça, n'est-ce pas ?» Un long silence. Puis, à voix basse, presque inaudible, la jeune fille répondit « Oui, tu es Camille ?» Elle hocha la tête. Une larme silencieuse coula le long de sa joue. Elle ne se jeta pas dans les bras d'Élodie. Elle ne cria pas, ne sanglota pas. Elle restait droite, digne, mais vulnérable. Élodie sentit une émotion immense l'envahir. Elle venait de retrouver une enfant perdue. Mais cet enfant n'était plus tout à fait une enfant. Elle avait grandi, seule, cachée, protégée mais privée de ce qui aurait dû être une adolescence libre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi être partie? Pourquoi n'avoir rien dit ?» Camille prit une grande inspiration. « Je croyais qu'ils allaient me séparer d'eux. Je les entendais se disputer sans arrêt. Ma mère disait que j'étais une charge, mon père criait. Et puis un jour, j'ai surpris une conversation. Elle voulait m'envoyer dans un internat en Suisse, toute seule. Je ne voulais pas. J'ai paniqué. J'en ai parlé à Léna. Elle m'a écouté. Elle a dit qu'elle allait m'aider, que je pourrais rester ici un moment, jusqu'à ce que ça s'arrange. » Elle s'arrêta. Ses doigts serrèrent le tissu de son pantalon. Mais rien ne s'est arrangé. Elle a eu peur. Elle a dit que c'était trop tard, que si on revenait, elle irait en prison. Alors on est restés ici, et puis elle m'a laissé seule, parfois, pour travailler. Et moi, j'ai attendu.
Élodie sentait que chaque mot était une pierre retirée d'un mur de silence. Elle ne jugeait pas. Elle écoutait. Elle comprenait. Tu sais que ton père n'a jamais cessé de te chercher. Il a tout arrêté. Il a vidé la maison. Il a tout laissé tomber. Parce que tu lui manquais. Camille détourna les yeux. Il criait tout le temps. Il ne me voyait jamais. Il disait qu'il m'aimait. Mais il n'était jamais là. Il a changé, dit Élodie. Il n'est plus le même homme. Il ne crie plus. Il n'espère même plus. Il survit. Il faut que tu le voies. Même une fois. Pour toi. Pour lui. Camille resta silencieuse. Puis elle se leva, alla vers une petite étagère et en sortit un carnet de dessins. Elle le feuilleta. Sur l'une des pages, un croquis. La balançoire du jardin, le banc, le vieux chêne. Elle sourit. Il s'appelle encore Victor, tu crois? Élodie sourit à son tour, émue. Je pense qu'il t'attend toujours. Le silence qui suivit ne portait plus la peur, mais une forme d'acceptation. Camille n'avait pas dit oui. Elle n'avait pas encore décidé. Mais quelque chose avait basculé. Elle savait maintenant que le monde ne l'avait pas oubliée, qu'il restait une main tendue vers elle, et parfois c'est tout ce qu'il faut pour commencer à revenir. Lorsque Camille se leva le lendemain matin, Élodie était déjà en train de préparer un sac. Dans le petit chalet perdu au cœur des montagnes, le silence du réveil n'était pas le même que celui du domaine Lefebvre. Ici, il n'y avait ni souvenirs figés dans les murs, ni regards accrochés aux objets, mais un calme presque artificiel, né de l'oubli volontaire. Camille y avait grandi vite, à l'écart de tout. Elle n'avait pas été maltraitée ni négligée. Léna avait fait ce qu'elle avait pu avec ses moyens et ses peurs, mais l'isolement était une autre forme de blessure. Chaque jour passé loin de sa propre histoire avait érodé la spontanéité de l'enfance pour lui donner un regard d'adulte trop tôt forgé. Élodie préparait des affaires légères, de quoi marcher, de quoi manger et des vêtements chauds. Le froid en altitude restait mordant malgré l'approche du printemps. Elle n'avait pas insisté pour que Camille la suive, mais son geste, sa présence, sa seule décision d'être là, suffisaient à laisser la porte ouverte. Camille sortit enfin de sa chambre, silencieuse, son carnet de dessin à la main. « Je viens », dit-elle simplement. Elle ne parlera pas davantage. Il n'y avait pas besoin de mots inutiles. Une voiture leur avait été prêtée par la fleuriste du village. Élodie prit le volant. Camille s'installa à côté, les yeux tournés vers la route, les bras croisés sur son carnet. Le trajet fut long et sinueux. Elles redescendirent des hauteurs alpines, traversèrent des vallées étroites, puis empruntèrent des routes secondaires à travers la forêt. À mesure qu'elles approchaient de Montmaur, Élodie sentait le cœur de Camille battre plus fort. Elle ne le disait pas. Mais chaque virage, chaque panneau, chaque paysage familier semblait réveiller une tension contenue. Au détour d'un chemin, alors que les premières maisons du village apparaissaient, Camille demanda d'un ton neutre « Est-ce qu'il a gardé la maison comme avant ?» Élodie hésita avant de répondre. « Il n'a rien touché. Il a tout laissé. La chambre, le jardin, le banc, comme si tu allais rentrer à tout moment. » Camille tourna la tête vers la fenêtre. « Moi, je l'ai effacé. Tous les jours, un peu plus. C'était plus simple, mais je rêvais encore de lui. Pas en bien ou en mal, juste en vrai. » Le reste du trajet se fit dans un silence méditatif. Lorsqu'elles arrivèrent à proximité du domaine, Élodie ralentit. Elle s'arrêta à une centaine de mètres de l'entrée, cachée par les arbres. Camille descendit lentement. Elle reconnut la grille, le chemin de gravier, les pierres blanches du mur, les volets. Rien n'avait changé. Même le vieux tilleul semblait l'attendre. Elle serra son carnet contre elle. « Je ne suis plus la même », murmura-t-elle. « Lui non plus », répondit Élodie. Elles décidèrent de ne pas se présenter tout de suite. Camille avait besoin de temps, d'un espace pour respirer avant la confrontation. Elles passèrent la nuit dans une petite auberge à l'extérieur du village. Camille n'avait presque rien dit. Elle dessinait, beaucoup. Des souvenirs, des morceaux de paysage, des silhouettes floues. Au matin, elle se leva avant le lever du soleil et demanda à retourner au jardin. Élodie l'accompagna. Elles contournèrent la propriété par l'arrière, là où le terrain descendait en pente douce vers les anciennes vignes. Le jardin, désormais entretenu avec soin par Élodie, avait retrouvé ses formes. Le banc était propre. La balançoire oscillait doucement dans le vent. Camille s'approcha sans un mot. Elle toucha le bois du banc, puis elle s'assit. Son regard se perdit dans les branches. « C'est là que j'ai laissé le mot. Je croyais que personne ne le trouverait.
C'était idiot. Non, dit Élodie. C'était une bouteille à la mer, et elle est arrivée à bon port. Camille sortit son carnet, tourna quelques pages, puis tendit à Élodie un dessin. C'était une esquisse du visage de son père, floue, incomplète, mais reconnaissable. Les traits d'un homme qu'elle n'avait pas oublié. Elle ferma les yeux. « J'ai peur qu'il m'en veuille. Il a surtout peur que tu ne veuilles pas le revoir. Et toi, pourquoi tu fais tout ça pour nous ?» Élodie réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que je crois qu'on mérite tous une deuxième chance. Parce que j'ai vu un homme mourir en silence. Et maintenant je vois une fille vivante. Je ne pouvais pas rester entre les deux à ne rien faire. » Camille sourit timidement. Puis elle se leva. « Je veux rentrer, mais je veux que ce soit moi qui frappe à la porte. Je veux le voir, comme il est, et qu'il me voie, comme je suis. » Élodie acquiesça. Elles retournèrent vers l'entrée. Camille avança seule. Chaque pas résonnait dans la cour comme un écho ancien. Elle s'arrêta devant la porte, leva la main, hésita, puis frappa, 1, 2, 3 fois. La poignée tourna. La porte s'ouvrit lentement. Armand apparut, figé, les yeux rougis par les nuits sans sommeil. Il ne dit rien. Il ne comprenait pas encore, elle non plus. Ils se regardèrent, longuement, sans un mot. Puis, il lâcha la poignée, tomba à genoux, la tête baissée. Elle s'avança, posa une main sur son épaule. « C'est moi, papa. » La voix était faible mais claire. Il leva les yeux, vit ses traits, son regard. Il trembla, puis la serra contre lui, fort, sans parler. Élodie, à distance, vit leurs ombres se mêler sur le sol de pierre. Elle comprit que le retour était réel et qu'il était entier. Le retour de Camille avait bousculé les fondations même du silence qui avait habité la demeure Lefebvre pendant 2 longues années. Après l'étreinte déchirante sur le seuil de la maison, Armand et sa fille étaient restés là, figés dans le temps, comme 2 âmes revenues d'un naufrage. Rien n'avait encore été dit, mais tout avait déjà été ressenti. Élodie, restée en retrait par respect, avait compris qu'il leur fallait cet instant à 2, sans médiation, sans question. Elle s'était éloignée vers le jardin, laissant la maison absorber le choc du miracle. 1 heure plus tard, Camille et Armand étaient assis dans la véranda, la même où quelques semaines auparavant, Armand s'asseyait seul chaque matin, le regard vide, incapable de prononcer un mot. À présent, il ne quittait pas sa fille des yeux. Il scrutait ses gestes, ses traits, comme s'il cherchait à combler par l'observation tout le temps perdu. Camille, elle, avait posé son carnet sur la table et tenait une tasse de thé entre ses mains qu'elle ne portait pas à ses lèvres. Le silence pourtant n'était pas pesant. Il était habité d'émotions contenues, d'interrogations qui n'osaient pas encore se formuler. Ce fut Armand qui parla le premier, la voix éraillée. « Tu n'as aucune idée de ce que c'était, de ce que ça m'a fait. Le vide, l'ignorance, les jours qui s'empilaient sans fin et moi qui refusais de croire. Chaque bruit, chaque voiture au loin. Je pensais que c'était toi. » Camille baissa les yeux. Puis, avec une douceur retenue, elle murmura « Moi aussi, je pensais à toi, chaque jour. » Il serra les poings, puis les relâcha. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi être parti? Pourquoi ne pas avoir attendu que les choses se calment? On se serait arrangé. On aurait trouvé une solution. » Elle releva les yeux. Ils étaient remplis d'une maturité que 2 ans de solitude avaient forgée. « Je n'avais que 10 ans, papa, et j'avais peur. Je vous entendais vous disputer tous les soirs. Je vous entendais dire des choses horribles. Maman parlait d'internat, de distance, de liberté. Et toi, tu criais. Tu criais si fort. J'ai cru que vous ne vouliez plus de moi, que j'étais un problème. » Armand se prit la tête entre les mains. Ses épaules tremblaient. J'ai crié parce que je souffrais, parce que je perdais tout. Je t'ai aimé plus que tout, Camille, mais j'étais incapable de l'exprimer autrement. Elle posa sa main sur la sienne. Léna m'a cru. Elle m'a prise au sérieux. Elle m'a dit qu'on allait partir pour un moment, juste pour réfléchir, pour attendre. Mais quand on a vu que tout le monde nous cherchait, elle a paniqué. Elle m'a dit que si on rentrait, elle serait arrêtée. Elle pleurait. Moi, je ne comprenais pas. Alors, on est resté cachés. Un long silence s'installa. « Tu n'as jamais voulu m'appeler? Essayer d'envoyer un mot? » J'ai voulu. Mais elle ne me laissait pas. Pas par cruauté, par peur. Elle pensait me protéger. Et moi, je croyais la protéger, elle. Alors on a continué. Et j'ai grandi avec ce secret. Armand ferma les yeux. Il revivait chaque jour de ces 2 années à la lumière de cette vérité.
Il comprenait maintenant que ce n'était pas une disparition brutale, mais une fuite lente, presque enfantine, née de la peur et entretenue par l'incompréhension. « Elle ne t'a jamais maltraité ?» demanda-t-il. Camille secoua la tête. « Non, elle m'a aimé, elle m'a soigné, elle m'a appris des choses. Mais elle ne m'a jamais remplacé mon père. Elle ne le voulait pas. Elle savait qu'un jour je devrais revenir. Elle attendait juste que je sois prête. » Élodie les observait depuis l'encadrement de la porte. Elle sentait que cette conversation était l'axe central de leur guérison. Rien ne serait plus comme avant, bien sûr. Les blessures étaient profondes, mais les mots, enfin dits, ouvraient un chemin vers quelque chose de nouveau. Armand se leva, fit quelques pas dans la pièce. « Et ta mère, tu veux la revoir ?» Camille réfléchit longuement. « Je ne sais pas, elle m'a fait mal, elle aussi. Mais je ne veux pas rester en colère. Pas toute ma vie. Elle a quitté la maison peu de temps après ta disparition. On ne sait plus parler. Elle vit à Lyon maintenant. Je peux lui écrire si tu veux. » Camille ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Un jour peut-être, mais pas maintenant. » Ils restèrent là encore longtemps, à parler, à s'écouter, à reconstruire. Armand avait tant de choses à dire, à demander. Camille, elle, racontait par fragments, comme si chaque mot arraché à son silence devait être prononcé avec précaution. À travers leur échange, Élodie voyait émerger non pas un retour au passé, mais une nouvelle relation. Plus fragile, plus consciente, mais réelle. Le soir venu, Camille demanda à dormir dans sa chambre d'enfant. Armand y était entré une seule fois en 2 ans. Il avait refermé la porte, incapable d'en supporter la vue. Ce fut lui qui l'ouvrit à nouveau ce soir-là. Les jouets, les livres, le lit restaient à leur place. Camille s'allongea, respira profondément. Elle n'avait plus peur. Armand referma la porte en silence. Et dans le couloir, les yeux fermés, il murmura « Merci d'être revenu ». Et pour la première fois depuis des années, il dormit profondément, sans cauchemar, parce qu'elle était là, parce qu'il s'était enfin retrouvé. Parce que même les vérités les plus douloureuses, une fois dites, permettent de commencer à guérir. Le matin se leva sur la demeure Lefebvre avec une lumière nouvelle, douce, dorée, presque irréelle. Pour la première fois depuis 2 longues années, la maison ne résonne plus uniquement des échos du passé. Il y a des pas dans les couloirs, des voix, des rires encore timides. Il y a la vie, tout simplement. Camille est revenue. Non comme une enfant retrouvée, mais comme une adolescente différente, marquée mais debout. Et Armand, de son côté, n'est plus l'homme pétrifié que le silence avait figé. Il est un père en reconstruction, maladroit parfois, ému souvent, mais déterminé à mériter une seconde chance. Élodie observe tout cela depuis l'arrière-plan discrète. Elle continue de soigner le jardin, de préparer les repas, de nettoyer les pièces sans jamais imposer sa présence. Pourtant, elle est devenue essentielle, comme une racine discrète qui maintient l'équilibre de cette terre redevenue fertile. C'est elle qui avait ramené Camille. C'est elle qui, sans le savoir, avait restauré bien plus qu'un jardin. Armand ne lui dit pas souvent merci. Il n'est pas encore cet homme-là. Mais son regard sur elle a changé. Il n'y a plus de distance, plus de méfiance, seulement une profonde reconnaissance silencieuse. Camille, quant à elle, explore de nouveau la maison, redécouvre des coins oubliés, des objets qu'elle avait laissés derrière. Elle ne pleure pas. Elle sourit parfois, s'étonne souvent. Elle ouvre les tiroirs, touche les murs, s'assoit à la fenêtre de sa chambre comme autrefois, mais avec une conscience différente. Le passé ne lui pèse plus. Il l'habite doucement, comme une mémoire apprivoisée. Elle ne cherche pas à tout retrouver comme avant. Elle veut simplement tisser un présent, où elle puisse respirer librement. Le 2e jour après son retour, Camille demande à accompagner Élodie dans le jardin. Armand, surpris, observe par la fenêtre leur duo inattendu. La jeune fille agenouillée à côté de la jardinière, les 2 mains dans la terre, échangeant peu de mots, mais beaucoup de gestes. Élodie lui montre comment tailler un rosier, comment repiquer une pousse fragile, comment reconnaître une mauvaise herbe. Camille écoute, applique, apprend. Le silence entre elles est complice. Il ne contient ni gêne ni tension, seulement la paix d'une activité partagée. À un moment, Camille s'arrête, relève la tête et regarde autour d'elle. « C'est étrange, dit-elle. J'ai l'impression que ce jardin me reconnaît. » Élodie sourit sans s'interrompre. « C'est possible. Il a été figé longtemps. Il avait besoin de revoir ton visage. » Camille se met à rire doucement, puis reprend son travail.
Armand, toujours à la fenêtre, sent ses yeux s'embuer. Il ne veut pas déranger. Il se contente d'admirer, de s'imprégner de cette scène qu'il croyait ne jamais revoir. Le soir venu, Camille s'approche de lui pendant qu'il range quelques papiers dans le bureau. Elle tient un dessin à la main, le tend sans un mot. C'est une esquisse du jardin, avec elle et Élodie en train de jardiner. Et en arrière-plan, le vieux banc de pierre où elle avait caché le mot de son départ. Armand prend le dessin, l'observe longuement. Il ne dit rien mais le glisse doucement dans le tiroir supérieur de son bureau, à la place des vieilles lettres de recherche qu'il gardait là depuis 2 ans. Il les retire sans cérémonie, les pose dans une boîte, puis referme le tiroir. Le geste est simple mais lourd de sens. Il n'a plus besoin de chercher dans le passé. Le présent vient de frapper à sa porte. Les jours suivants, une routine s'installe. Camille se lève tôt, aide Élodie dans le potager, puis passe du temps avec Armand dans la bibliothèque. Il lui raconte l'histoire de la maison, des vignes, des années de travail. Elle écoute, note, pose des questions. Ils redécouvrent le plaisir de parler ensemble sans se heurter. Leurs échanges sont encore prudents, mais profonds. Ils ne cherchent plus à contrôler, elle ne cherche plus à fuir. Ils coexistent, se réapprennent. Un soir, après le dîner, Camille s'approche de son père. « J'aimerais qu'on aille tous les 3 dans le jardin demain matin. Toi, Élodie et moi, j'aimerais qu'on plante quelque chose de nouveau. » Il hoche la tête, surpris, mais ému. « Qu'est-ce que tu veux planter ?»« Un arbre, un cerisier, comme ceux qu'on voyait en vacances quand j'étais petite. Tu te souviens ?» Il se souvient. Parfaitement. C'était dans les Cévennes, un printemps lointain. Elle courait entre les arbres, les bras levés, les joues tachées de jus de cerise. Il hoche la tête, incapable de parler. Le lendemain, ils creusent un trou dans un coin du jardin qu'Élodie n'avait pas encore touché. Ensemble, ils placent le jeune cerisier, tassent la terre, arrosent. Armand pose une main sur le tronc. « Il faudra du temps, dit-il. Il ne donnera des fruits que dans quelques années. » Camille sourit. « C'est exactement pour ça que je veux le planter maintenant. Le silence qui suit est lumineux. Ce n'est plus un silence de douleur ou de manque. C'est un silence plein de promesses. » Ce soir-là, après le dîner, Armand propose qu'on rallume le vieux piano. Il n'a pas été touché depuis la disparition de Camille. Il l'ouvre. Camille s'assied, hésite, puis joue une mélodie simple qu'elle invente en même temps qu'elle la joue. Les notes sont hésitantes, fragiles, mais sincères. Élodie les écoute depuis la porte. Elle ne dit rien. Elle n'a jamais entendu cette maison vibrer ainsi. Ce n'est pas encore un retour complet à la normalité. Il y aura encore des souvenirs douloureux, des absences à apprivoiser. Mais le présent s'installe avec sa part de douceur inattendue. Le retour de Camille n'a pas seulement ramené une fille à son père. Il a aussi révélé une transformation, une capacité à recommencer. Ensemble, différemment, mais ensemble. Les jours s'égrenaient désormais dans un rythme doux, presque imperceptible. Le domaine Lefebvre, longtemps figé dans une atmosphère lourde et muette, retrouvait une respiration vivante. Chaque matin apportait un éclat nouveau. Le chant des oiseaux, les pas de Camille dans les couloirs, le claquement des outils de jardin, les voix dans la cuisine. La maison s'était réhabituée aux présences humaines, non plus comme une scène figée dans la douleur, mais comme un espace réinventé où la mémoire se mêlait doucement à l'avenir. Camille avait peu à peu réinvesti son espace. Sa chambre, jadis sanctuaire fermé, s'était transformée. Elle y avait replacé ses dessins, accroché de nouvelles esquisses au mur, déplacé quelques meubles. Rien de radical, mais chaque geste semblait une manière de dire « Je suis ici, maintenant ». Elle ne cherchait pas à effacer ce qu'il y avait eu, mais à y ajouter ses nouvelles couleurs. Elle passait du temps avec Armand, parfois en silence, parfois dans de longues conversations tardives. Il la laissait parler, sans interrompre. Il apprenait à écouter, à ne pas imposer, à simplement être là. Une proximité lente et sincère se tissait entre eux. Mais ce ne fut pas Armand qui changea en premier. Ce fut la maison elle-même. Des pièces fermées furent rouvertes. La bibliothèque accueillit de nouveaux livres. La véranda, autrefois déserte, vit apparaître une table ronde, 2 chaises, une théière. Les portes ne claquaient plus dans le vent. Elles s'ouvraient doucement, laissant entrer l'air, les rires, les voix. Élodie, quant à elle, était devenue un point d'ancrage. Elle ne se mêlait jamais de ce qu'elle ne devait pas toucher, mais sa présence constante, attentive, généreuse, cimentait peu à peu les ruines autrefois éparpillées. Un matin,
Camille sortit dans le jardin et trouva Armand, en train de tailler un vieux rosier. Elle s'approcha, prit le sécateur qu'il lui tendait sans un mot et poursuivit la coupe. Leurs gestes étaient synchrones, presque naturels. Puis elle s'arrêta. « Tu penses qu'un jour maman pourrait revenir ici ?» La question tomba dans l'air comme une feuille au sol. Armand posa son sécateur, se redressa, la regarda. « Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de décider. C'est à vous deux. Je n'ai pas envie de la revoir tout de suite, mais j'aimerais qu'elle sache que je vais bien. » Il hocha la tête. « Alors on lui écrira. Ensemble. Une lettre. Sans accusation. Juste une vérité douce. » Elle sourit et reprit sa taille. Ce jour-là, Armand entra dans la cuisine, alors qu'Élodie y préparait une tarte. Il resta un moment en silence, puis dit d'un ton presque gêné. « Est-ce que vous voudriez dîner avec nous ce soir, avec Camille et moi, à table, pas comme une employée, juste comme Élodie ?» Elle se retourna surprise, les mains pleines de farine. Elle le fixa, lut dans ses yeux une sincérité maladroite mais touchante. Elle répondit par un simple « oui », qui voulait dire beaucoup plus. Le soir venu, ils partagèrent un repas simple, mais riche de regards, de sourires, de silences légers. Camille raconta une histoire de l'Alpe, une anecdote de chèvre intrépide. Armand rit, Élodie aussi. Ce fut un moment suspendu, fragile, mais vibrant. Quelques jours plus tard, alors qu'un dimanche doux s'étendait sur la propriété, on frappa à la porte principale. Un son net, distinct. 3 coups, comme un rappel. Armand s'était figé. Depuis le retour de Camille, personne n'avait encore osé s'aventurer jusqu'à cette porte. Les rares visiteurs étaient restés à distance, respectant le murmure de la reconstruction. Il ouvrit. Une femme se tenait là, élégante mais fatiguée, les traits tirés. Claire, l'ancienne épouse. La mère. Elle tenait une lettre à la main, celle envoyée par Armand et Camille, visiblement lue 100 fois. Son regard glissa derrière Armand, vit Camille, debout au fond du couloir. Personne ne parla tout de suite. Puis Claire s'avança, un pas seulement. « Je ne suis pas venue pour reprendre quoi que ce soit, dit-elle. Je voulais juste voir si c'était vrai. » Camille s'approcha, hésitante. « C'est vrai. » Claire tendit la main. Camille ne la prit pas, mais ne recula pas non plus. « Tu peux entrer, » dit-elle simplement. Ce fut Élodie qui passait dans le couloir avec un panier de linge, qui vit la scène. 3 visages tendus, un seuil symbolique. Une maison qui respirait encore un peu plus fort. Claire ne resta pas longtemps. Elle prit un thé, parla peu, observa beaucoup. Puis, en partant, elle posa sa main sur celle de sa fille. « Si tu veux me revoir, écris-moi. Je ne viendrai pas sans ton accord. » Camille hocha la tête. La porte se referma lentement. Mais cette fois, ce n'était pas une fin. C'était une ouverture possible. Dans les jours suivants, Armand redonna vie à la cave à vin, sortit de vieilles bouteilles, remit en état une salle à manger oubliée. Camille repeignit une porte de sa chambre en bleu clair. Élodie planta des herbes aromatiques près de la cuisine. Et un matin, très tôt, Armand ouvrit la grande porte de la façade principale. Il laissa entrer le vent, le soleil, les odeurs de terre. Il ne ferma pas. Pas tout de suite. Il s'assit sur le seuil, regarda au loin et sourit. Parce que la porte, cette fois, n'était pas ouverte par accident. Elle l'était parce qu'on n'avait plus rien à cacher. Parce que tout ce qui comptait était déjà là, à l'intérieur, vivant. Le printemps, pleinement installé, avait transformé le domaine Lefebvre en un havre de verdure et de renouveau. Les haies jadis en friche se parrainent de jeunes pousses, les arbres fruitiers, oubliés pendant des saisons entières, faisaient naître leurs premières fleurs. Le vent soufflait doucement dans les branches, soulevant parfois les rideaux légers de la véranda, comme pour rappeler que la maison, autrefois figée, respirait à nouveau. Tout était plus lumineux. Mais ce n'était pas seulement la nature qui renaissait. C'était surtout la maison elle-même, dans ses fondations, ses occupants, ses silences devenus féconds. Camille passait désormais ses matinées dans le jardin, non plus comme une enfant en exploration, mais comme une jeune fille consciente de son rôle dans ce lieu transformé. Elle travaillait aux côtés d'Élodie, non pas par devoir ou distraction, mais par choix. Chaque plante qu'elle remettait en terre semblait être une offrande, une promesse. Il n'était pas question de reconstruire le passé, mais bien de construire un présent stable, fertile. Elle parlait peu, souvent concentrée sur leurs tâches, mais dans ces silences, il y avait une complicité profonde,
celle qui lie deux âmes qui ont partagé une vérité, un chemin hors du commun. Élodie, pour sa part, avait cessé de se considérer comme une invitée. Elle continuait de faire son travail avec la même rigueur, mais Armand ne la traitait plus comme une simple employée. Son nom était prononcé dans les conversations familiales, ses idées étaient écoutées, ses gestes respectés. Lors d'un déjeuner, alors qu'il mangeait sur la terrasse, il avait dit à voix haute, en regardant Camille puis Élodie, « Ce jardin n'existerait pas sans toi, et cette maison non plus. » Élodie n'avait pas répondu. Elle s'était contentée de baisser les yeux, touchée. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Camille avait appuyé la main sur la sienne, affirmant sans un mot qu'elle partageait chaque syllabe de cette reconnaissance. Le jardin, à proprement parler, s'était élargi. Là où jadis les plantes se battaient contre les ronces, s'étendait maintenant une succession de massifs ordonnés, de chemins redessinés, de coins de repos. Il y avait même un petit potager, sur l'idée de Camille, qui avait voulu apprendre à faire pousser ses propres légumes. Élodie lui montra comment préparer la terre, espacer les semis, surveiller l'humidité. Armand, amusé, les observait parfois, accoudé à la fenêtre, un verre de vin à la main. C'était une image qu'il n'aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt. Sa fille, agenouillée dans la terre, riant avec une jeune femme venue de nulle part, deux âmes désormais indispensables à sa propre survie. Les soirées s'étaient également transformées. La maison, autrefois muette à la tombée de la nuit, s'emplissait maintenant de voix. On y dînait ensemble, on y racontait la journée, on évoquait parfois des souvenirs, mais toujours avec douceur. Armand avait ressorti un vieux tourne-disque, et certains soirs, il faisait tourner des vinyles poussiéreux, invitant Camille à écouter les chansons de son enfance. Un soir, il demanda à Élodie si elle voulait choisir un disque. Elle hésita, puis opta pour une vieille mélodie française, douce, presque mélancolique. Ils écoutèrent tous les trois en silence. Ce moment, simple et suspendu, semblait sceller un pacte invisible entre eux. Ce fut également pendant ces jours calmes que Camille, sans prévenir, retourna dans la pièce où trônait le grand portrait peint d'elle enfant. Elle n'avait pas encore osé y entrer depuis son retour. Armand, qui la vit passer dans le couloir, ne l'arrêta pas. Il la suivit quelques minutes plus tard, à distance. Elle était debout devant le tableau, les bras croisés, observant la petite fille au ruban bleu dans les cheveux. Elle dit, sans détourner les yeux, « Elle n'est plus moi, mais je ne veux pas qu'on l'enlève. » Il s'approcha. « Ce portrait t'a hanté, moi aussi. Alors on peut le laisser là. Non plus comme une mémoire douloureuse, mais comme une preuve que j'ai existé, que je suis revenu. » Il hocha la tête, ému. Puis, sans parler davantage, il posa la main sur l'épaule de sa fille. Le silence fut profond, riche. Un autre changement, plus discret mais essentiel, se fit dans les habitudes de la maison. Armand ne travaillait plus autant. Il s'absentait moins souvent, déléguait davantage la gestion de ses affaires. Il passait du temps avec Camille. Il l'emmenait dans les vignes, lui montrait les secrets de la récolte, lui parlait des cépages, de la fermentation, de l'assemblage. Il ne savait pas encore si elle reprendrait un jour l'exploitation. Ce n'était pas l'objectif, mais il voulait qu'elle sache, qu'elle comprenne, qu'elle choisisse. Il voulait qu'elle ait les clés de ce monde, même si elle décidait de ne jamais les utiliser. Et chose étonnante, Camille posait aussi des questions sur Élodie. D'où elle venait vraiment, ce qu'elle aimait, pourquoi elle avait décidé de rester. Armand répondait avec sincérité. Il disait qu'Élodie était venue un jour, comme un souffle d'air dans une maison asphyxiée, et qu'elle n'était jamais repartie, parce qu'elle était devenue essentielle. Un soir, Camille entra dans la chambre d'Élodie avec une boîte entre les mains. Dedans, il y avait de vieux bijoux d'enfants, des lettres, des babioles. « Je veux que tu les gardes, dit-elle. Tu fais partie de ma vie maintenant, pas comme une sœur, ni une mère, mais comme quelqu'un que je choisis, que je garde. » Élodie, bouleversée, accepta sans répondre. Ce geste, plus que tous les discours, marquait une appartenance. La maison Lefebvre n'était plus une maison endeuillée, c'était devenu un lieu de partage, de lente guérison, de reconstruction. Le nouveau jardin en était la métaphore parfaite. Rien n'y avait repoussé exactement comme avant, mais tout ce qui y fleurissait maintenant était plus fort, plus sincère, plus profondément enraciné dans la vérité. Le soleil se levait lentement sur la colline de Montmaur, baignant le domaine Lefebvre d'une lumière dorée et tiède. C'était une journée comme tant d'autres, et pourtant, quelque chose dans l'air trahissait l'évidence d'un point d'arrivée,
d'une boucle qui se referme, mais pas dans le silence, dans la renaissance. La maison, longtemps habitée par l'absence, n'était plus un tombeau figé dans l'attente. Elle vibrait désormais d'une vie authentique, bâtie pierre après pierre par la patience, la vérité et la capacité de chacun à poser son fardeau, sans l'oublier, mais sans s'y enfermer. Camille, les cheveux relevés en chignon lâche, sortait chaque matin avec Élodie, arrosoir à la main. Les plantations s'étaient multipliées. Le cerisier qu'elles avaient planté avec Armand s'épanouissait, encore fragile, mais solide dans son jeune tronc. Elles avaient ajouté un figuier, des pivoines, des tomates cerises. Chaque plante portait une histoire. Chaque coin du jardin était devenu un prolongement de leur lien. Elles riaient souvent. Parfois, elles se taquinaient. Élodie avait trouvé en Camille une sorte de sœur cadette, mais aussi une amie inattendue. Elle ne parlait plus du passé qu'avec mesure, comme on lit une vieille lettre qu'on ne veut ni froisser ni glorifier. Armand, lui, avait pris une décision. Il avait convié son notaire au domaine, un homme discret au costume sombre et au regard bienveillant, venu relire avec lui les clauses de son testament. Ce jour-là, il s'était assis en face d'Élodie, dans le bureau qu'il n'avait plus utilisé qu'en de rares occasions, et lui avait dit d'un ton sans appel « Tu ne travailles plus ici, tu vis ici, tu fais partie de cette maison, et il est temps que cela se traduise dans les actes. » Elle avait tenté de protester, mais il l'avait arrêté d'un geste calme. « Tu ne remplaces personne, tu ne prends la place de personne, tu prends la tienne. Une place que tu as méritée chaque jour, sans rien demander. » Et Camille est d'accord. Camille, en effet, n'avait pas seulement accepté cette nouvelle réalité, elle en était l'initiatrice. Elle avait parlé à son père avec une lucidité désarmante. On ne choisit pas toujours sa famille, mais on peut choisir qui mérite d'en faire partie. Élodie m'a ramené à la vie, et elle t'a ramené à moi. Alors oui, elle doit rester, pas comme employée, pas comme invitée, comme membre à part entière. Le notaire avait pris note. Désormais, Élodie devenait héritière partielle de la maison et du domaine, non pas en parts égales, mais en reconnaissance pleine. Armand avait conservé la majorité des terres, Camille l'héritage affectif et symbolique de sa mère. Et Élodie, elle, recevait cette part singulière que l'on réserve aux fondateurs d'un futur. Elle n'avait pas de sang commun avec eux, mais le lien était plus fort. Il avait été tissé avec soin, avec fidélité, avec loyauté. Aucun papier n'aurait pu le dire mieux, mais le geste comptait. Le village, longtemps silencieux, avait fini par comprendre que quelque chose de profond s'était passé là-haut, dans la maison aux volets rouverts. Les rumeurs s'étaient tues, remplacées par des regards respectueux. Lorsqu'Élodie allait au marché, les marchands lui offraient des bouquets. Quand Armand réapparaissait au domaine viticole, les employés le saluaient avec un sourire sincère. Et Camille, elle, avait retrouvé une place parmi les enfants du village, sans que personne ne pose de questions. Les adultes avaient compris qu'il existait des douleurs qu'il fallait respecter. Les enfants, eux, se contentaient de jouer. La maison, quant à elle, avait été entièrement rouverte. Les pièces fermées depuis la disparition de Camille avaient retrouvé leur usage. Le piano trônait à nouveau dans le salon, non pas comme un souvenir figé, mais comme un instrument de joie. Camille y jouait parfois le soir, improvisant des mélodies simples. Élodie l'accompagnait à la guitare. Armand, de son côté, avait ressorti un vieil appareil photo et s'était mis à capturer la vie quotidienne. Les repas dans le jardin, les après-midi dans les vignes, les lectures partagées dans la véranda. Un jour, Camille demanda si elle pouvait organiser une petite fête juste pour eux, pour célébrer leur nouvelle vie. Elle prépara des invitations dessinées à la main, invita 2 ou 3 voisins proches, cuisina avec Élodie un repas composé des produits du jardin. Armand, un peu mal à l'aise au départ, finit par se laisser porter. La fête fut simple, de la musique douce, des lumières suspendues dans les arbres, des rires. Rien de spectaculaire. Mais chacun comprit que cette soirée marquait la fin d'une époque et le début d'une autre. Dans les jours qui suivirent, Armand proposa à Camille de venir avec lui à Paris pour visiter un salon viticole. Elle accepta. Ce n'était pas encore une transmission d'héritage, mais un apprentissage. Il ne savait pas si elle reprendrait un jour les rênes du domaine, mais il voulait qu'elle sache, qu'elle ait les outils, qu'elle choisisse, libre. Élodie, elle, resta à la maison, s'occupant du jardin, de la maison, de cette vie qu'elles avaient toutes les deux construite. Un soir, après leur retour, alors qu'ils regardèrent le soleil se coucher sur les collines, Armand dit à haute voix « Je n'aurais jamais imaginé que cette maison, un jour,
respire ainsi. Camille répondit sans détourner les yeux. Elle respire parce qu'on y vit à nouveau, pas comme avant, mais mieux. Et Élodie ajouta, on a planté quelque chose ici, et ça pousse. Le silence qui suivit était plein, chargé d'émotions, mais paisible. Cette maison, autrefois minée par le deuil, avait vu naître une famille inattendue, pas une famille parfaite, ni même traditionnelle, mais une famille née des ruines, des fractures, des choix courageux. Une famille faite de respect, d'écoute, de vérité. Une famille choisie, construite, méritée. Et dans le jardin, sous le cerisier encore jeune, les premières fleurs apparurent. Preuve vivante qu'après la perte, après la douleur, après le silence, il est encore possible de faire naître la beauté. Ensemble, toujours.